Café, thé, avocat, orange, tomates, bananes, œufs et j'en oublie. Donald Trump qui allège donc bon nombre de droits de douane sur des produits du quotidien pour freiner la hausse de l'inflation sur ces produits qu'on consomme, que les Américains consomment tous les jours. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Charles, c'est vrai quand on voit le prix de la viande de bœuf qui a augmenté de 15% en un an, qui a atteint des records, le café c'est 19%, il était sous pression le président américain pour baisser le coût de la vie pour les Américains. On sait qu'il a été élu sur cette promesse d'améliorer le pouvoir d'achat des Américains. Il fallait faire quelque chose. Et donc machine arrière. Écoutez, machine arrière, je sais pas, parce que machine arrière, là, on est dans le jugement. Bah, Quel est il a bien exempté des produits qu'il avait lui-même surtaxés. non, non, mais les mots ont un sens. Si vous lisez le communiqué de la Maison Blanche, vous savez, moi, je suis un homme très simple, hein, je vais directement à la source, donc à chaque fois, je vais voir, je vais travailler, je vais lire. Donc, je lis le rapport, je lis le dossier. Quand c'est la Commission européenne, je vais me farcir le dossier de la Commission européenne. Quand c'est le GIEC, je vais me farcir les 3600 pages. Encore 3600 pages des dossiers du GIEC. Et là, on peut commencer à parler un peu de réchauffement climatique selon le GIEC, parce que personne ne va lire les dossiers. Donc, je suis allé lire ce qu'a écrit Donald Trump. Ce qu'écrit Donald Trump à la Maison Blanche, sur le site de la Maison Blanche, tout le monde peut y aller, hein. Vous allez sur le site whitehouse.gov et vous aurez et la liste de tous les produits qui sont effectivement pour lesquels on a une baisse des droits de douane. Alors, vous en avez cité quelques-uns. Effectivement, il y en a plein, hein. Il y a aussi les ananas, les durians, enfin, bon, voilà, le tapioca. Enfin bon, il y a énormément de choses. Quand je dis attention à la sémantique, parce que je vois Trump rétropédale, Trump ci, Trump ça, c'est un échec. Là, on sort de l'analyse pour entrer dans le jugement. Donald Trump, lui, vous dit, ce sont des ajustements et il y en aura d'autres. Et donc, je surveille les informations qui me sont communiquées, les recommandations qui me sont fournies, et après avoir examiné les effets de mes décisions, eh bien, je donne et je fais des ajustements pour les optimiser. Et j'ai demandé à mon secrétaire au commerce, article 3 de sa décision, de continuer à suivre l'évolution de la situation d'urgence et de consulter régulièrement tous hauts fonctionnaires compétents. Et le secrétaire au commerce a pour objectif de m'informer de toute circonstance qui pourrait justifier une intervention supplémentaire de ma part. Donc, c'est extrêmement clair. Non seulement on va continuer à monitorer la situation, mais on va continuer à ajuster. Ça s'appelle du pragmatisme. C'est quelque chose qui, vu de France, est complètement incroyable, parce qu'en France, un homme politique ne se trompe jamais. Et quand il se trompe, au pire, il est responsable, mais il n'est pas coupable. Donc, vous connaissez l'infaillibilité papale, hein, c'est-à-dire le pape ne se trompe jamais, parce il est désigné par Dieu. Et bien, de la même manière, un homme politique en France ne peut pas se tromper, même quand ils font les pires âneries, et il leur faut des mois, que dis-je, des années, pour éventuellement réussir à dire qu'on s'était trompé un peu. Et donc, vous êtes face à un Donald Trump qui, lui, est un pragmatique. Les prix montent. Eh bien, ok. Si les prix montent, c'est que le marché nous envoie une indication comme quoi nous ne produisons pas assez de ces produits-là. Mes droits de douane ont trop d'effets sur un certain nombre de produits, notamment alimentaires. Eh bien, je vais revenir dessus de manière très pragmatique et pas idéologique. C'est quand même hyper intéressant et c'est plus intéressant à analyser sous cet angle-là. Dernier élément de réflexion, David, c'est bien de parler de l'augmentation des prix alimentaires liés aux droits de douane de Donald Trump aux États-Unis. Mais moi, quand je vois l'augmentation de ma boîte de 10 steaks hachés surgelés chez Aldi, qui ont largement augmenté de 15%, là, très récemment, on est passé de 10 à 12, donc de 10 € à 12 € les 10 steaks surgelés, 15% de matière grasse.
pour être précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je suis sur 20% de hausse de mon steak surgelé. J'ai pourtant pas de droits de douane qui ont été mis par Monsieur Macron. Donc, cette inflation sur les denrées alimentaires, attention, il n'y a pas que l'effet droits de douane. Il n'y a pas qu'aux États-Unis que cette hausse a lieu. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent actuellement et qui remplissent leur caddie le samedi, ou un autre jour de la semaine, se sont bien rendus compte qu'avec ou sans les droits de douane de Donald Trump en France, leur caddie avait une furieuse tendance assez désagréable à augmenter de plus de 10 points. Donc, juste aux États-Unis, il y a un problème ou pas du coût de la vie? Parce qu'on nous dit qu'il y a une inflation qui est à 3% en glissement annuel, mais manifestement, sur certains produits quotidiens, il y a un problème. Notamment sur ceux pour lesquels il y a eu des tarifs douaniers qui ont été instaurés, sur les qui finalement ont été retirés. Ça, c'est factuel. Je vous dis, David, que factuellement, j'ai le même problème dans mon caddie et que. Oui, mais là, je vous parle des États-Unis. Là, on parle des Américains. Non, mais moi, je vous parle de l'Europe pour mieux vous reparler des États-Unis et je vous parle de mon caddie pour mieux reparler des États-Unis. Rassurez-vous, David. Mais quand je vous dis que, attention, je constate moi aussi une hausse des prix des denrées quotidiennes alimentaires, mais pas que, de vraiment nos denrées quotidiennes qui, à mon avis, au niveau international, sont soumises à un certain nombre de tensions d'approvisionnement qu'on mesure encore mal, mais il se passe quelque chose. J'ai l'impression, parce que je vous le dis, moi je le vois de manière observationnelle, que les prix repartent. Si les prix repartent à la hausse dans mon Aldi et qu'ils repartent à la hausse aux États-Unis au point que Donald Trump intervient pour réajuster ses droits de douane à la baisse, je dis qu'au-delà de ce que fait le président américain sur sa politique purement domestique et sur le réajustement d'un certain nombre de droits de douane qui viennent encore peut-être accroître et aggraver l'accélération et la hausse du prix de certaines denrées, nous avons le même phénomène qui est en train de poindre chez nous. Et je pense qu'il se passe quelque chose dans les chaînes d'approvisionnement mondiales qui n'a pas encore été bien cerné et par les marchés et par les économistes et qu'il se passe quelque chose. Voilà. Et je pense que la décision de Trump nous donne un indice de ça, que la Fed qui dit qu'elle ne va pas baisser au même rythme, vous l'évoquiez dans votre sommaire, que la Fed qui ne va pas baisser au même rythme ses taux que ce qui était attendu, ça nous envoie un autre indice. Il se passe quelque chose, David, au niveau de l'inflation. Il y a quelque chose qui est en train de se passer qui concerne mal pour le moment. Après, c'est vrai que si on prend un peu de hauteur, cette politique protectionniste de Trump, il a largement vanté ses mérites, elle est contestée, elle rapporte des sous, je crois que c'est 30 milliards de dollars par mois en droits de douane. Après, elle est c'est considérable. Après, on sait que la Cour suprême rendra son jugement, mais qu'elle avait l'air assez dubitative quand elle a reçu les différents membres de l'équipe de la Maison-Blanche, et tout ça pourrait être annulé, et encore une fois, par la Cour suprême. Là, il y a ce rétropédalage, je ne sais pas comment il faut l'appeler effectivement, en tout cas, Donald Trump a mis des surtaxes sur des produits de base que l'Amérique ne produit pas ou peu, il les retire, c'est aussi un signal qui est envoyé, et ça montre aussi, et c'est là que je veux en venir, Charles, c'est que Donald Trump avait dit que c'était les étrangers qui paieraient, les pays étrangers, les entreprises qui paieraient les droits de douane, les consommateurs payent aussi un bout de la facture. Oui, mais alors, oui, David, évidemment. D'ailleurs, regardez, pareil, on revient chez nous, on repart là-bas. Vous avez un chef d'entreprise qui, sur une grande chaîne, a dit à un député, mais vous avez passé une taxe sur les GAFA, et regardez, moi, en fait, quand Google m'envoie ma facture, Google me dit augmentation de votre facture, plus X%, parce que c'est la taxe GAFA que je vous refacture et qui avait été votée par l'Assemblée nationale. Et donc, effectivement, à l'arrivée, c'est toujours le client qui paye, toujours. Mais de la même manière, David, à l'arrivée, c'est toujours le contribuable qui paye. Simplement, et ce qui est absolument fascinant et très intéressant dans ce qu'essaye de faire Donald Trump, et je dis bien ce qu'essaye de faire Donald Trump, et on devrait non pas le regarder avec une vision idéologique, mais vraiment une vision pragmatique et avec, je dirais, l'expertise analytique d'un laborantin qui regarde une expérience. C'est la même chose avec ce qui se passe en Argentine et avec Milei. Faut pas juste critiquer pour le plaisir de critiquer, il faut observer les effets. Qu'est-ce que ça fait de bien, qu'est-ce que ça fait de mal
Aujourd'hui, vous savez ce qu'on dit, hein, il y a une petite blague que je trouve très drôle. Le tabac, c'est dangereux, taxons le tabac. L'alcool, c'est dangereux, taxons l'alcool pour dissuader leur usage. Le travail, c'est tellement dangereux que surtaxons le travail, hein, pour être sûr que personne ne meurt à la tâche. Bon. Et donc, en France, nous taxons le travail comme nous taxons la cigarette et comme nous taxons l'alcool. Euh, le- le- L'objectif de Donald Trump était d'aller vers une forme de détaxation du travail et des entreprises pour aller sur une taxation de la consommation. Mais de la consommation réalisée sur les produits qu'on ne produit pas, localement, pour réduire les déséquilibres liés à la mondialisation, et pour taxer ce qui évidemment vient de loin, vient d'Asie, vient de Chine, et pour permettre des relocalisations et de reproduire plus et de permettre de rendre plus compétitive une industrie nationale. Cette idée-là, elle est quand même pas complètement délirante en termes économiques. Tout le monde voit bien que la mondialisation a créé des déséquilibres incroyables. Et donc ces déséquilibres, qu'on essaye de les réduire et de les rééquilibrer, ça me semble pas une mauvaise idée en termes économiques. L'Europe, d'ailleurs, commence à faire la même chose et regardez le débat sur les petits colis, la marque Chine, etc., etc. Tout ça, évidemment, montre bien qu'on est obligé de rééquilibrer. Donc avoir ce débat est très important. Et pour avoir ce débat et pour avoir cette mutation éventuellement d'un système fiscal qui est basé sur la taxation du travail qui va disparaître avec l'intelligence artificielle, vous aviez reçu Monsieur Babot sur ce plateau il y a quelques jours qu'il avait très bien expliqué avec son ouvrage Ne faites plus d'études. Bon, continuer à taxer le travail qui risque de se raréfier un peu, c'est peut-être pas forcément une Hmm. bonne idée. Donc tout ça, ça va devoir changer, David, et il va falloir l'observer avec beaucoup de pragmatisme. Il ne s'agit pas de dire il rétropédale, il s'est trompé. Non, il s'agit d'analyser objectivement les effets, de corriger les effets Hmm. pervers, et c'est ce qui nous manque, nous, dans la Hmm. culture française. Nos députés prennent des décisions, ça entraîne des effets de bord hyper pervers et on fait rien Hmm. et on se les traîne pendant des années avant de reconnaître qu'on s'est planté. Eh ben c'est bête comme la mort. Et ben on peut aussi analyser, on finit là-dessus, analyser la politique, parce qu'il fait de la politique, Donald Trump aussi, avec cette décision. Il entend la colère des Américains sur le coût de la vie. Il a vu, il a bien noté les dernières élections partielles en Virginie et en New Jersey, qui ont été remportées par les démocrates. Il sait qu'il y a des midterms qui se profilent dans un an. Et il voit bien, il lit les sondages, j'imagine, 60% des Américains, 59% pour être précis, critiquent la gestion économique de son administration. Oui, et c'est donc assez logique qu'il soit pragmatique, encore une fois, puis c'est tout à fait dans le caractère du personnage. C'est pas un idéologue, c'est un pragmatique. Si ce qu'il fait ne marche pas ou lui risque d'être trop défavorable, eh bien évidemment, il va prendre un certain nombre de mesures. Vous l'avez très bien dit, David, hein, il n'est pas revenu sur des mesures concernant globalement l'industrie. Il est revenu sur des choses qui sont extrêmement concrètes et pragmatiques, qui parlent au porte-monnaie quotidien des gens, qui est quand je vais faire mes courses, Il a effectivement, été élu le sur prix cette des denrées promesse-là. élémentaires. Il a été élu sur cette Exactement, promesse-là de exact. pouvoir Enfin, d'achat. notamment, non, non, mais pas que, non, 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 pas que David, hein. Il n'a Notamment, pas été notamment. élu Non, que sur notamment, le notamment. prix du caddie, mais notamment. Et donc, effectivement, il n'oublie pas le prix du caddie. Il voit que ces mesures ont entraîné, ou en tout cas participent à une accélération de l'inflation sur certaines denrées. Il prend des ajustements. J'insiste vraiment sur cette notion de pragmatisme. Euh, une juste politique et une politique. Et vous savez, aujourd'hui, l'économie est devenue tellement complexe que de toute manière, modéliser tous les effets de bord d'une décision, c'est globalement complètement impossible. Donc, tout homme politique qui se veut intelligent aujourd'hui, et là je parle vraiment pour notre paroisse à nous ici en Europe et en France, on devrait ne pas hésiter à prendre des décisions, mais ne pas hésiter non plus à les ajuster de manière extrêmement rapide dès que sur le terrain et dès que du terrain remontent des choses. Je prends un exemple, David, juste pour illustrer ça, et je vous embête pas plus longtemps, mais c'est les DPE, hein, qui ont créé une véritable crise de la location. C'était prévisible, moi je l'avais dit bien avant, et j'étais pas le seul, que ça allait créer une crise de la location et donc du logement, pas de crise immobilière, du logement pour loger les gens, parce que ça allait retirer trop de logements du marché. C'est ce qui s'est passé, et ça fait 3 ans qu'on y est,
mais on aurait pu ajuster ça bien plus rapidement et dès que ça commençait à couiner et dès qu'on commençait à voir le nombre d'annonces baisser. Il faut absolument être pragmatique et ajuster les politiques parce que c'est impossible aujourd'hui de tout modéliser. Donc si on prend des décisions, on peut parfois se tromper ou avoir des effets de bord qu'on n'a pas prévus. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas ça qu'on doit juger et on ne doit pas accuser l'homme politique de s'être un peu trompé. On doit en revanche lui reprocher de ne pas ajuster et de ne pas corriger. C'est peut-être le principal enseignement hyper utile de ce pragmatisme trumpien qu'on pourrait s'appliquer en France. Thanks a lot, Charles Pragmatic Sanat. Merci Charles, fondateur du Merci à site vous, merci à Insolencia. tous et très bonne semaine. Bonne semaine, salut.